Yann, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. Vous étiez venu avec toute l'équipe du CERO et toute puis en tout cas, voilà, une partie en tout cas. Isabelle de Cocheco et Bérangère. Exactement, et d'autres témoins aussi. Oui. Je disais effectivement que de plus en plus de gens parlent sur ces sujets qui sont souvent pris pour de la galéjade, pour prendre un ancien mot, pris un peu au-dessus de la jambe. Bien que maintenant on commence à, et notamment avec ce qui se passe depuis 2017 aux États-Unis et toutes les révélations du Pentagone, on commence à prendre ça un petit peu au sérieux. Alors, pour vous connaître un peu plus, vous êtes né au Gabon, à Libreville, père gabonais diplomate et d'une mère française, professeur de piano et de philosophie. Et puis vous avez vécu votre enfance au Canada. Au Canada, ma petite enfance, une partie de ma petite enfance, mais j'ai une mémoire qui remonte jusqu'à l'âge de 2 ans. Ouais. Donc pour moi, l'enfance canadienne est primordiale dans ma construction, même dans mon rapport au temps, la neige par exemple, le froid. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Surtout donc, quand on vient du Gabon quand même, c'est un choc oui, thermique. oui, mais voilà, non, je n'aime pas du tout la chaleur. C'est ouais quelque chose que je n'aime pas du tout. Et il y a tout un tas de choses comme ça. Une imagerie, en tout cas, qui est propre à l'Amérique du Nord, qui m'est familière de mes années canadiennes. Oui, alors justement, on reviendra sur cette petite enfance parce qu'on va voir que c'est là qu'il commence à se passer des choses. Vous avez vu lorsque vous étiez petit et vous allez en prendre conscience un peu plus tard, ce qui semble être une tête d'alien, entre guillemets. C'est-à-dire que, petit... je connaissais pas ces termes-là, donc pour moi c'était un monstre, quoi. C'était un monstre, il n'y avait pas de... C'était à travers la fenêtre, il n'y avait pas de... Je connaissais pas toutes ces histoires de soucoupes volantes, d'aliens, et d'ailleurs même plus tard c'était des histoires qui m'emmerdaient sérieusement. Haïti, tout ça, ça m'intéressait pas du tout, puis d'ailleurs ça m'intéresse toujours pas. Donc cette tête-là... ça a commencé à devenir plus prégnant après des expériences que j'ai eues effectivement en 2013, une expérience notamment fin 2013, mais ça m'a quand même toujours poursuivi. J'ai toujours eu ce sentiment que c'était pas un cauchemar comme les autres, que c'était quelque chose de plus différent. prégnant et qui a précédé des peurs paniques quand il fallait aller chez le dentiste. Alors pourquoi j'ai lu ça en regardant votre bio que vous m'avez envoyé, en gros votre vie, pourquoi le dentiste? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ces entités... Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet là très vite. C'est vrai que... En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à fin 2013 et début 2014, après avoir vu un ovni en région parisienne, la peur qu'on m'enlève les dents est venue de façon très massive. C'est fou. Je ne pouvais pas me coucher sans... J'avais la trouille qu'on m'enlève mes dents. D'accord. J'imaginais quelqu'un qui retirait mes dents. Et ça m'a causé quand même quelques soucis dans le sens où j'ai tardé pour me faire un détartrage. J'avais un problème là, ici, j'ai attendu 4 ans avant de me faire prendre en charge. Donc l'idée qu'on manipule ma dentition, c'était quelque chose d'assez effrayant. Est-ce que c'est une phobie ? Ou est-ce que c'est une peur vraiment profonde, atavique, générée par quelque chose? Je n'en sais rien. J'ai pas de réponse. Il y a des gens, je sais qu'il y en a qui ont peur des aiguilles littéralement. Moi, les piqûres en soi, ça me fait pas peur. Parce qu'on peut imaginer que, en tout cas, vous en avez peut-être un souvenir ou pas, hein, vous allez me dire, que durant ces contacts, vous avez pu être ausculté sur une table, peut-être même manipulé au niveau de la dentition, et ça vous aurait marqué? Vous n'avez pas de souvenir de ça? Le dentiste trouvait, les rares dentistes que j'ai vus quand j'étais petit, notamment après plus tard au Gabon, trouvaient que j'avais une dentition parfaite, la dentition rêvée. Voilà, c'était vraiment la dentition rêvée. D'accord. Et c'est revenu souvent, il a une dentition parfaite. Maintenant, je n'ai aucun souvenir qu'on m'ausculte les dents ou la bouche ou la tête, je n'ai aucun souvenir de ça. Alors c'est vrai qu'on est rentré rapidement dans le vif du sujet parce qu'on a envie de savoir. Je m'y attendais pas. C'est violent. On veut savoir véritablement bien sûr ce que vous avez vécu, mais on va comprendre très vite aussi dans votre parcours que quand vous êtes adolescent, vous êtes un peu en marge déjà de complètement. Voilà. Complètement. J'ai longtemps pensé que... Maintenant, on est en 2022. J'ai longtemps pensé que le fait que je sois en marge était dû au fait que, j'étais métisse, ma tête revenait pas forcément aux uns, aux autres. Hein. Enfin, c'était difficile à classer.
J'ai pensé que c'était dû au fait que j'avais pas les mêmes goûts musicaux que les autres, les mêmes goûts culturels, les mêmes goûts simplement amoureux, sexuels, tout ce qu'on veut. Il n'empêche quand même que c'est très très tôt que j'ai senti que j'étais en décalage complet. Très très tôt. Je pense dès l'âge de 5-6 ans. Ah oui, même 4 ans. Et ça, je ne me l'explique pas. Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous faites un rapport avec vos observations? Est-ce que vous avez la sensation que ces premières observations quand vous étiez enfant vous ont mené sur cette singularité? Maintenant, je me pose la question. Mais il faut un long cheminement pour ça. C'est pas une conclusion que j'ai tirée comme ça. C'est maintenant que je commence à me rendre compte. Et puis quand j'écoute les autres aussi, parce qu'on n'est pas tout seul maintenant, on est nombreux pas forcément à s'exprimer dans les médias parce que c'est pas facile. D'ailleurs, bon, ça a un sens ici, mais je vais pas le faire ailleurs. Hein. Mais on a quand même ce sentiment d'être complètement à la marge. Et alors, à un moment donné, je me suis demandé si je n'avais pas été un autiste non diagnostiqué. Ah ouais. Je me suis quand même posé la question. Je pense que j'ai un petit côté autiste, mais finalement, c'est pas une réponse, ça. C'est juste un constat, donc c'est pas lié. Il y a un décalage complet, et qui est vraiment... bon, je suis quelqu'un de sociable parce qu'il le faut. Je veux dire, je sais m'intégrer en société. Mais j'ai un côté littéralement sauvage, asocial, décalé, solitaire, ça c'est sûr, qui fait que je ne me reconnais pas dans le monde dans lequel on est. Mais ça ne veut pas dire que j'idéalise un autre monde. Mais le monde dans lequel on est, la société dans laquelle on est, au sens large, pas que la société française, l'humanité dans laquelle on est, je ne m'y reconnais pas. Mais pas du tout. Alors entre ces 2 ans, cette petite enfance où pour la première fois vous allez voir cette tête à travers la vitre que vous ne savez pas nommer bien évidemment, et ça se comprend puisqu'à 2 ans on n'a pas cette référence. 3-4 ans, mais voilà, 3-4 ans on n'a pas la référence. Et l'OVNI que vous allez voir en région parisienne, il s'est passé quand même du temps. Oui. Et on voit dans votre parcours, quoi qu'il arrive, que il est parsemé d'expériences, de choses assez singulières aussi. Oui, c'est pour ça que... Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu fait peur à l'idée de... Non seulement d'assumer pour moi-même l'idée même de voir un ovni, peut-être plus, mais disons qu'à un moment donné, il y avait un côté too much. C'est-à-dire que quand on vit des expériences dites paranormales après une hospitalisation compliquée, comme c'était le cas en Allemagne en 2010, mai 2010, quand on vit des choses comme ça, alors, les gens sont un peu plus ouverts sur le paranormal. Hein, aujourd'hui. Donc, on peut s'exprimer. Et puis, bon, c'était déjà un peu compliqué pour moi à ce moment-là de gérer ça. Mais après, aller à l'étape supérieure et parler d'OVNI, c'était délicat. C'est compliqué. D'ailleurs, on accepte un peu plus le paranormal, les fantômes, les esprits, parce qu'il y a un côté humain. Oui. Voilà, alors que l'OVNI, c'est extraterrestre. Voilà, c'est l'altérité absolue. Ouais. C'est ce qu'on ne comprend pas. Tout le monde a des réponses, mais en fait, la vérité, c'est qu'on ne comprend pas. Et il faut l'assumer, ça, de le dire dans le champ social. Et quand je parle du champ social, c'est pas forcément les médias, mais c'est autour de soi et tout. Maintenant, je finis par me dire que c'était peut-être lié. Comme beaucoup de gens qui ont vécu des choses paranormales et qui ensuite voient des ovnis, j'ai l'impression que peut-être que ce que je mettais dans la catégorie paranormale il y a quelques années, peut-être qu'en fait c'était lié à quelque chose en rapport avec ce qu'on appelle des entités aliens ou ovnis ou tout ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est vraiment un sujet extraordinairement malsain, quoi. Alors, vous allez prendre conscience aussi, quand vous regardez votre passé, votre enfance et votre adolescence, que finalement vous n'êtes pas seul, même à Ottawa, puisque c'est là que vous êtes élevé, qu'il y a d'autres personnes. Oui, je dois rendre... qu'on n'ose pas en parler, par contre. Tout à fait. Je dois rendre grâce au travail de Jenny Charot, qui était l'ancienne présidente de MUFON Québec. Oui, merci. Et qui est maintenant MUFON Europe, je crois, quelque chose comme ça. Europe, présidente, un truc comme ça. Je crois qu'elle a quitté, qu'elle est remplacée, je ne sais plus par qui. Enfin, je ne sais plus. Il faudrait que je prenne de ses nouvelles. Mais pendant le premier confinement en 2020, donc moi j'étais déjà membre du CERO depuis quelques années, donc cette fameuse association dont on avait parlé. Mais évidemment, je poursuis mes démarches seul. Bien sûr. Votre quête. Voilà, ma quête. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait très Seigneur des Anneaux, mais bon, d'essayer de comprendre. Et donc, je l'ai eu sur Skype. À la base, c'était prévu qu'on discute 1 heure.
On a discuté 4 heures. D'accord. Okay. Elle était presque soulagée d'avoir quelqu'un qui lui racontait pas de bobards. Ouais. Elle en pouvait plus. Ça, je me souviens, elle en pouvait plus. Des gens venaient lui parler d'énergie, de choses et tout. Elle en avait ras-le-bol de sortes de fantasmes. Et là, elle trouvait quelque chose de concret dans nos échanges. Et donc, c'est elle qui m'a transmis des coordonnées de personnes qui avaient vécu la même chose à Ottawa-Gatineau, dans le quartier de Egg Drive. Donc ça, c'est plutôt la partie anglophone d'Ottawa. Ces personnes n'ont jamais répondu. J'ai relancé quand même 2 fois, 3 fois, mais elles n'ont jamais répondu. J'ai quand même continué par ailleurs de voir si d'autres personnes dans la zone d'Ottawa, sur la période 86-89, avaient des témoignages similaires. J'ai réussi à trouver, mais alors je sais même pas comment, il faut chercher genre Google, mes résultats 36, 37, et puis aller sur le lien, puis sous-lien, que d'autres personnes avaient vécu des choses similaires. Donc eux, ils décrivaient des têtes de gris. Moi, c'était une tête grise, mais pas forcément la tête de gris classique. Comme on l'imagine. Mais effectivement, je crois évidemment que j'ai pas été tout seul à la fin des années 80 à vivre ça, surtout que d'après ce que j'ai compris, les années 80 en Amérique du Nord ont été assez chargées par rapport à ces questions d'abduction, par rapport à ces questions d'entités qui rentraient dans des chambres. Et dans toute cette région-là, la région des Grands Lacs, l'Ontario, on va aussi jusqu'au New Jersey, le New Hampshire, côté États-Unis, toute cette région était vraiment chargée. Ça, c'est des régions qui sont très boisées aussi, hein, souvent. Qui sont très boisées, qui finalement... bon, nous, on était dans un quartier résidentiel, hein, c'était un quartier de banlieue résidentiel, mais où les gens se couchent tôt, où finalement quelque chose peut survoler des maisons à 20... Sans qu'on s'en aperçoive véritablement, c'est ça. Je pense. Alors, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que dans votre parcours, on voit que toutes ces expériences, finalement, ce côté, je dirais pas... Moi, j'aime bien dire différent ou singulier. J'aime beaucoup ce mot parce qu'en fait, il résume beaucoup de choses. C'est-à-dire que de votre vie... il va vous suivre partout. C'est-à-dire que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, etc., vous allez à la Cologne également entre 2007 et 2011, vous êtes dans un appartement que vous n'avez pas forcément choisi, et là aussi vous vivez des choses. Oui, c'est vrai. Quel que soit l'endroit où vous allez vous poser, c'est ça vous poursuit. Ça poursuit, j'ai même un proche qui me l'a reproché, qui me disait, mais c'est pas possible, partout où on va, il y a toujours des problèmes avec toi. On allait dans des hôtels, les ampoules éclataient, des objets disparaissaient. Il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, des bruits de pas, alors que c'était quelqu'un qui était vraiment très fermé à tout ça. Fermé. En tant catholique pratiquant, mais dubitatif. Mais bon, il a constaté, mes parents ont constaté également, des amis très proches ont constaté. Alors comment on vit ça justement? Comment on est perçu, parce que les parents, ils nous aiment, ils se disent bon, il est différent, mais ils nous aiment. Les amis, les gens qui sont pas forcément de notre famille, ils sont inquisiteurs, curieux, jugent. Bonne question. Disons que bon, d'abord, j'en parle pas, je le crie pas sur les toits, même s'il y a cette chanson, mais finalement, les gens sont libres de comprendre la chanson d'abduction, ce qu'ils veulent de la chanson. Je ne vais pas sur scène en disant je vous parle d'une expérience que j'ai vécue. Je ne le fais pas. Oui, puis il y a d'autres chanteurs qui ont chanté les extraterrestres, hein. Bowie, par exemple. D'autres, il y a plein de groupes de rock qui ont chanté les ovnis. Il y en a pas mal. Donc, j'ai des gens très très proches, mais vraiment très très proches, des amis qui sont au courant, qui ne sont pas de nature réceptive à ces histoires, mais qui me respectent et qui ont pris acte. Voilà. Parce qu'ils ne comprennent pas plus que moi. Donc, ils ne se posent pas en inquisiteur, en juge. Voilà. Donc, on a des relations tout à fait normales. En fait, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui se désintéressent complètement de la question ovni ou des abductions ou du paranormal. Ça ne les intéresse absolument pas. Ils savent pour moi, c'est vraiment un entourage proche, ils savent. Mais ça ne vient pas à l'idée de se moquer de moi ou non, c'est... Alors j'ai une connaissance, on va dire, très militante, extrême gauche et tout,
qui m'a écrit après avoir vu mon intervention l'année dernière sur une autre chaîne. Et elle m'a dit spontanément, je n'aurais pas aimé être à ta place. Elle n'a pas dit, tu racontes des bobards, Ouais. alors qu'elle n'était pas forcément la plus ouverte sur ces questions-là. Elle a dit, je n'aurais pas aimé être à ta place. Alors peut-être que comme j'ai pas une tête de gourou, comme je suis pas prosélyte, comme je me balade pas avec une toche violette dans les rues de Paris, Vous avez du recul par rapport à ça quand même. oui, et que le fait que j'ai du recul par rapport à ça, que peut-être que finalement les gens se disent, bon, il a l'air normal, donc on perd peut-être rien à le fréquenter, quoi. Je me dis que je fais pas peur. Alors mes parents, quand même, je les ai prévenus que je venais ici,